Love is all around. Energy is all around. And it will never end. Moi, je suis donc Thierry Jeantet, je suis, on peut dire, militant de la première heure de l'écologie politique, mais ça, je parle dans les années 70 du siècle précédent, à l'époque où on nous considérait un peu comme des extrémistes. Hein. C'était assez... Voilà. Puis ensuite, j'ai fait des études scientifiques, plutôt scientifiques, et je suis parti travailler 16 ans au Centre national d'études spatiales à faire des satellites d'observation de la Terre. Donc, on est encore dans le domaine de la surveillance de la planète. Voilà. Et puis, mon passe-temps qui était de faire des petits courts-métrages est devenu une activité continue puisque j'ai quitté le CNES et donc j'ai créé une structure de production et j'ai fait des documentaires à partir de 1998. Différents, mais depuis 2014, disons que je reviens, même si j'ai toujours fait des films sur l'observation de la Terre, sur les questions de l'océanographie, l'océan, etc., et des gaz à effet de serre, etc., mais sur le documentaire, ça fait depuis 2014 surtout que je fais des documentaires avec un peu un regard plus personnel sur la manière de regarder la question environnementale et climatique du XXIe siècle au niveau des expériences locales et régionales. Voilà. Donc depuis 2014, j'ai fait 4-5 films sur cette thématique-là, documentaire. Donc Niels, Marilyn et Étienne, l'énergie en partage, c'est d'aller... Le but, c'est le film du confinement, parce qu'on s'est retrouvés un peu confinés dernière et j'avais un projet. C'est un film qui a été fait assez rapidement en un an, ce qui est pour un documentaire assez court, hein, de l'écrire, d'essayer de le produire, de le monter, de le réaliser. On devait le finir absolument en décembre pour des raisons contractuelles avec le CNC. Donc c'est allé vite et l'idée était d'aller dans le Tarn, dans un petit laboratoire qui met à disposition du public différents moyens techniques pour faire tous les projets qu'ils veulent. Hein. Ça peut être votre meuble, votre bibliothèque, d'autres projets plus fumés que vous avez en tête. Mais dans ce laboratoire, ça s'appelle un Fab Lab. Hein, donc, il y en a pas mal un peu répartis dans toute la France et dans le monde, hein, d'ailleurs. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur des projets de développement durable et un triptyque intéressant parce qu'il traite finalement des grandes questions du XXIe siècle, mais vues de manière locale, avec l'idée que, au fond, c'est un film optimiste puisque finalement, c'est les gens à la base qui vont réinventer le monde par eux-mêmes. Donc, il y a quelqu'un qui travaille sur les gaz à effet de serre, qui est Niels, qui a un concept assez intéressant, parce que dans le film, on revient sur le passé, d'ailleurs, puisqu'il utilise le principe de Carnot. On raconte aussi dans le film le principe de Carnot et l'aventure du personnage, Carnot, qui finalement choisit de ne pas forcément prendre des gaz à effet de serre pour créer du mouvement, de passer directement de la chaleur au mouvement sans avoir besoin d'utiliser l'énergie fossile, donc le charbon et le pétrole. Donc le film, quelque part, raconte l'histoire, parce que Niels essaye de reprendre ce principe-là théorique et d'essayer de construire une machine sans gaz à effet de serre qui ferait du mouvement. Finalement, le film pose la question, est-ce que on ne s'est pas trompé au début de la révolution industrielle, finalement, il y a 170, en utilisant le fossile. Voilà. Donc, c'est tout ça que ça raconte. Ça, c'est les gaz à effet de serre. Il y a une autre personne qui travaille sur plutôt la biodiversité et un groupe de personnes, et c'est très noble de construire des ruches en paille ou des ruches en bois, etc., pour les abeilles, non pas pour produire du miel et consommer le miel, mais simplement pour préserver les abeilles. Donc, ils essayent de préserver les abeilles noires. Et puis, une troisième personne qui s'appelle Étienne, qui est un scieur mobile,
qui construit des maisons en bois et qui a une conception simple, de bon sens sur la manière de gérer la forêt. Donc en fait, gaz à effet de serre, biodiversité qui est derrière alimentation et puis gestion de nos ressources terrestres, eh bien, c'est les grands défis du XXIe siècle. Et chacun à leur manière essaye de modestement de réinventer le monde. Voilà. C'est un peu le sujet du film. Ouais, l'idée du film est venue que je connais bien Niels, qui est le Suédois qui construit sa machine thermique, hein, énergétique plutôt. Je le connais bien pour avoir travaillé un peu avec lui. C'est un personnage assez haut en couleur et ça fait longtemps qu'il me parle de son projet. Donc je m'étais toujours dit qu'un jour, et je connais bien Brassac aussi dans le Tarn, hein, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que j'allais travailler avec lui là-haut. C'est quelqu'un qui vient de la vidéo numérique en Suède, hein, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et du coup, il a parlé de son projet et ça faisait un moment que je disais, bah, tiens, pourquoi j'irais pas. Mais comme le projet est quand même assez compliqué et puis la machine est assez complexe, je me disais, ça serait bien d'avoir d'autres éléments pour raconter une histoire. Et c'est lui-même qui me l'a proposé, puisqu'il m'a parlé, mais moi maintenant, la machine, je mets les moyens en place dans le Fab Lab et il y a plein de gens. Donc, j'ai demandé qui c'est qu'il y avait et c'est pour ça que j'ai rencontré Marilyn et Étienne et que je suis là. Il y a un triptyque intéressant et qu'on peut construire le film. Voilà, c'est venu comme ça. C'est venu très vite. En octobre, je suis monté. Ça faisait un moment que je voulais le voir. La première fois, j'ai rien compris à sa machine d'ailleurs, malgré que j'ai une formation scientifique, parce que l'île, c'est un peu particulier. Et voilà. Et puis on est allé au Fab Lab. J'aime bien. Un film, c'est toujours un coup de cœur, donc coup de cœur du lieu, coup de cœur de Niels que j'adore, hein, qui me fait toujours sourire, et puis parce c'est un grand rêveur, hein, à 70 ans, et j'aime beaucoup, et puis j'ai été un coup de cœur aussi pour Marilyn, un coup de cœur pour Étienne, et donc à partir de là, en octobre, quand j'ai fait ces trois personnages, j'ai dit bon, c'est bon. Oh ben, euh, chaque film, comme on travaille 6 mois, hein, sur un film, donc en gros, là sur un an, donc c'est à mi-temps, on peut dire bien à mi-temps. Donc chaque film est une expérience de vie, une rencontre, un moment de vie qui est fort. Et ce que j'ai retiré, c'est confirmé. Finalement, chaque fois, j'essaye de faire un peu différemment. Donc là, j'ai mis la fiction, j'ai mis des personnages concrets, de la matière. J'avais envie qu'il y ait de la matière, qu'il y ait du brut, ça. Donc c'est un travail continu. Il y a toujours une continuité dans le travail qu'on fait. Et ce qui m'a confirmé, c'est l'envie de faire des films qui travaillent sur là peut-être on va partir pour un moment, sur trois niveaux. Le premier, c'est la transversalité ou le sédimentaire des choses. C'est-à-dire que, en ce sens-là, le film documentaire est forcément un contre-courant. Même s'il a une forme classique. La transversalité, je veux dire que on nous casse toujours dans la division du travail de la révolution industrielle. Donc, vous allez faire un film scientifique, vous allez faire un film écologique, vous allez faire un film politique, vous allez faire un film de société, un film historique, etc., etc. Et ça ne me plaît pas, ça ne m'a jamais plu. Et ce film-là, en rencontrant ces personnages, en voulant raconter l'histoire de Carnot, m'a confirmé dans cette envie d'être un peu très large. Et parce que la vie, c'est ça, quoi. Et se confronter au XXIe siècle, c'est justement prendre tous ces éléments-là et essayer de voir comment on peut construire un monde en n'étant pas spécialement scientifique, en spécialement écologique, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ça me conforte qu'on peut raconter une histoire, enfin, j'espère, qu'on peut raconter une histoire, parce que là, il y a l'histoire de la machine qui se construit, hein, je ne dis pas ce qui arrive, et puis il y a une maison qui se construit, et puis des ruches qui se construisent, etc., avec une fin peut-être un peu cohérente, mais volontairement. Mais ce qui est important, c'est de se poser et de dire le documentaire va à contre-courant du média
qui répète l'information et finalement on n'a rien appris, c'est-à-dire on s'assied, on réfléchit, on a le temps, on prend le temps d'écouter, de voir, de regarder, etc. Donc ce film-là m'a permis de me renforcer parce que c'est moi qui ai filmé aussi, hein, j'ai tout filmé, donc j'étais bien confronté à cette question de temps et de regard, camérer, aller vers l'objet et prendre le temps de regarder. Et puis la troisième chose, c'est cette envie toujours d'être à contre-courant des spécialistes et des gens qu'on met sur un piédestal et qui sait tout. Hein, vous avez vu là sur les télés, on va voir des gens de bon sens. Et ça m'a donné envie de continuer ça, c'est-à-dire de voir des gens de bon sens, des gens simples, des gens à la base qui réinventent le monde. Donc le film, ce qui m'a appris, c'est qu'on peut être un peu encore optimiste. Je dis que c'est un film optimiste parce que on voit des gens qui font sans se poser de questions, quoi. Et qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui essaient dans leur domaine sans prétention de faire Étienne. Il suffit d'écouter Étienne pour comprendre les choses aussi simples que comment gérer la forêt, quoi. Et comment on va dans l'absurdité aujourd'hui et on n'a pas besoin de grands spécialistes qui ont 18 diplômes voilà, c'est des gens qui travaillent sur le terrain, et qui nous donnent un bon sens qui fait du bien. Non, le film, enfin, oui, c'est-à-dire, je suis rentré quand on a su qu'on avait la télévision, c'est toujours un processus un peu compliqué, quand on a eu la télévision, ben, du coup, je suis rentré, moi, début mars, donc le premier tournage a lieu le 5 mars, je crois, dans la forêt, et puis le deuxième jour, on devait partir, justement, parce qu'ils allaient couper le bois la lune descendante pour la maison, avec un cheval, attirer le bois avec le cheval, et puis le jour du confinement. Donc, bing, ça s'est arrêté. Et on a repris donc en juin, de juin à septembre. Voilà. Le moment où on avait le droit de tourner, quoi. Donc, en fait, il a duré 3 mois, mais il y a disons 3 semaines de tournage, il y a 25 jours, 30 jours de tournage, mais des fois, je suis parti tout seul, comme c'est moi qui tournais. C'est un équipe légère, sauf pour la fiction. Donc, on peut dire qu'on a eu 3 mois de tournage, quoi, sur une période de 3 mois. Bon, alors, le dommage des abeilles, c'est que, en fait, normalement, les ruches, ils les font en février, à peu près à cette époque-là, pour pouvoir les poser au printemps, pour que les abeilles trouvent une maison pour s'installer, parce qu'en général, ils font des petites maisons qui sont des maisons transitoires, après ils les mettent dans des ruches plus grosses. Donc ça, c'était un peu raté, mais ils ont été super, quoi. Ils nous ont construit des ruches et puis on en a mis une à la fin pour le printemps, pour ce printemps-là, mais il n'y a pas encore d'abeilles encore. Puis la maison, par contre, c'était parfait parce qu'à part la coupe du bois qui s'est fait l'hiver, ils ont commencé à travailler au mois de mai-juin, donc on a suivi l'évolution de la maison l'été et il restait à poser les murs en paille. Toujours comme ça c'est bien, quoi. Là, le scénario, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas de scénario, en fait. Faut couper. Hop. Non, c'est-à-dire, en fait, il y a une idée, il y a des histoires, il y a des personnages, il y a une manière de filmer, il y a des intentions. Celles-là, elles étaient claires. J'ai pas, d'autant plus facilement que c'est moi qui tournais avec la caméra, donc j'ai appliqué ça. Mais par contre, qu'est-ce qui va arriver? En voir. Avec Niels, tout était imprévu, mais c'est le documentaire, c'est ça qui est intéressant le documentaire, c'est que qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Je crois foncièrement, Niels était assez inquiet pour le fonctionnement de son prototype. Donc, comme Niels, il part un peu comme ça, c'est un vrai inventeur. Moi, j'essayais de recadrer, d'essayer voilà. Et à un moment donné, bah, il y a un essai, quoi. Donc, on va au bout d'un cycle, mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer. J'espérais, moi, arriver avec une machine qui tournait et qu'on allait aller à l'Élysée pour avoir une médaille, enfin Niels, une médaille avec la nouvelle machine française, Cocorico, Marseille et tout. Mais ça n'a pas été le cas. Non, mais je rigole, mais voilà, je ne savais pas. On est dans un processus qui est ouvert.
Et sur la fiction, les dialogues, je les ai écrits au fur et à mesure, quand j'avais les comédiens avec moi. C'est ça qui est bien, hein, qui est totalement ouvert et qui rend le film, l'histoire même du film intéressante. À chaque film, il y a des anecdotes comme ça, des trucs un peu surprenants. L'abeille, j'ai été suivi d'abeilles. J'ai été suivi d'abeilles pendant tout le film. Parce que pendant le confinement, pendant le confinement, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi, j'ai rien à foutre. Alors, j'ai dit, de toute façon, la dernière fois, j'avais bien dit, il faut que j'achète un objectif macro. Donc, j'ai acheté un objectif macro, c'était l'investissement du film. Vous allez rigoler, j'ai acheté des fleurs qui normalement servent pour le mettre sur la petite terrasse que j'ai, enfin, qui est plutôt un balcon de 2 mètres carrés. J'ai mis des fleurs en me disant, les abeilles vont venir, puis je vais utiliser mon macro. Et le premier jour, j'ai reçu le soir même, il y avait une abeille sur la fenêtre. Ah, super. Et donc, je l'ai filmée le soir même. Hein. Et le lendemain, elle est toujours là. Donc, je l'ai prise et puis je l'ai mise sur mes fleurs. Et je l'ai filmée. Elle est dans le film et c'est elle qui raconte l'histoire dans le film, hein, par exemple. Une abeille est venue sur la machine de Niels. Enfin, il y avait des trucs comme ça n'a pas arrêté. Quoi. Et Marilyn disait, ah oui, tiens, c'est marrant quand même. Et c'est ma comédienne. Quoi. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez marrantes. Voilà, il y a une abeille qui vient avec la comédienne, il y a qui arrive au moment où partir. Paf. Donc, ça nous permet de lier pas mal de films avec. Et puis, cette abeille est comédienne est intéressante parce qu'elle m'observait, quoi. On a un vrai rapport. Dans le film précédent sur la Camargue, j'avais déjà ressenti ce truc avec les animaux, quoi. C'est qu'ils savent que vous le filmez, quoi, que vous les filmez, et ils vous observent, parce qu'ils observent les humains forcément avec cette forme de dire qu'est-ce que vous êtes complètement cinglés. Non, vous êtes complètement cinglés. C'est les prédateurs, donc ils s'adaptent systématiquement à nous, chacun à leur manière, mais et l'abeille m'observait vraiment. Qu'est-ce qu'il fait, lui, quoi. Et je lui parlais, hein, et elle ne parlait pas. Et, bon, l'histoire ne se termine pas bien, parce qu'elle était malade, en fait. Elle bouchait très peu, on le voit dans le film, d'ailleurs. Mais elle était super intéressante. C'est mon bien comédienne. Sur la fiction, j'avais l'histoire de Sadi Carnot. Qui est un miroir de l'histoire de Niels, parce que Niels se confronte à des problèmes avec les institutions, avec les grands industriels, qui disent ah oui, c'est bien votre histoire, mais enfin il faudrait nous montrer, il faudrait un prototype, mais puis il ne donne pas d'argent, donc il se débrouille par lui-même. Ça, il le raconte dans le film. Et Carnot, c'est pareil. Carnot qui a inventé la physique moderne et la thermodynamique moderne, et donc qui est la base des moteurs à explosion. Donc toute notre société de gaz à effet de serre est basée sur le principe de Carnot. Mais à l'époque, il est rejeté complètement. C'est-à-dire son principe de Carnot, personne n'y croit. On va le reconnaître que 40 ans plus tard, pour dire ah oui, on peut faire un cycle qui va permettre de faire de la chaleur du mouvement, donc le moteur à explosion, sauf qu'on y met le pétrole, pas de bol. Mais personne ne reconnaît. Donc en fait, il y a un peu un miroir Carnot. Donc on raconte un peu cette histoire-là de Carnot par lui-même dans sa recherche, ses écrits. J'ai retrouvé des phrases très intéressantes de Carnot, qu'un personnage. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce domaine-là, c'est que finalement, au cours du temps, j'ai fini par découvrir le personnage de Sadi Carnot, qui mérite un film parce que c'est un personnage assez extraordinaire avec une intelligence sensitive et extraordinaire, une intuition. Par exemple, il dit, et ça correspond assez bien à la période d'aujourd'hui, il dit parler peu de ce que l'on sait, ne pas parler de ce qu'on ne sait pas, pourquoi ne pas dire plus souvent je ne sais pas. Et je le dis dans le film, et je trouve ça très intéressant parce qu'on a tout le monde qui sait tout, d'ailleurs sur la crise sanitaire, tout le monde sait, etc. Carnot est quelqu'un d'extrêmement brillant, hein, certainement l'un des esprits les plus brillants du 19e siècle, mais voilà, il est resté tout simplement inconnu et
ironie du sort, il est mort de la peste, du choléra, pardon, d'une pandémie en 1832, donc totalement rejeté. Que ça soit avec, je pense qu'avec autant avec les comédiens qu'avec les gens qui sont que vous interviewez, que vous rencontrez, il y a besoin d'un vrai contact, de rentrer dedans petit à petit. Comme des repérages, les gens disent, mais tu n'arrives pas qu'une caméra. Je dis, ben non, j'ai des yeux et des oreilles, donc ça me suffit. Et jamais je prends quelques photos de repérage, mais jamais je... Voilà. Et je pense que c'est hyper important de créer un lien. Avec Nils, il existait, c'est pour ça que je me suis dit, le mieux, c'est que c'est moi qui filme avec Nils, parce qu'on se connaît. Un chef opérateur aurait peut-être eu du mal à gérer le plan avec Nils. Et donc, on avait une vraie complicité, quoi. Et il était prêt à jouer le rôle. Étienne, bon, lui, c'est pareil, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne sait pas parler, mais c'est une vraie tête. Donc, mais il y a besoin de créer le lien, quoi. Si on ne crée pas le lien, c'est plus difficile. Donc, ça, c'est super intéressant, quoi. Ce rapport aux gens. Faire des interviews, alors ça arrive, des fois on est obligé, vous prenez une caméra, vous arrivez parce qu'il y a 10 000 bandes, vous n'allez pas faire 5 allers-retours, mais c'est jamais très bon, quoi, d'arriver tout de suite avec une caméra, de voir filmer. C'est bien d'échanger, de parler, de manger. Manger. Moi, j'essaie toujours de manger avant. Ah ben, Nice est en train de corriger son moteur. Donc il est en train de l'avancer. Il a pris des contacts, de nouveaux contacts, grâce un peu au film aussi. Et normalement, le 3e prototype va arriver cette année. Voilà. Marilyn et son équipe, Maurice, etc., continuent à construire, bien sûr, plusieurs endroits, des personnes ont demandé, parce que l'idée, c'est qu'ils proposent aux gens de construire le ruche de biodiversité. Donc, il y a plusieurs personnes. Donc, je crois ils ont un plan de charge très, très chargé. Ils construisent avec Étienne un abri en bois dans lequel ils vont pouvoir mettre plein, dans une forêt, ils vont pouvoir mettre plein d'abeilles. Quant à Étienne, lui, il est parti à la retraite. Je crois qu'il a quelqu'un qui lui reprend sa scie mobile. Donc, je pense qu'il doit bien vivre, Étienne, dans sa forêt, et continuer à conseiller tous les jeunes, parce que là-bas, c'est le roi de la forêt, quoi, hein. Tout le monde parle d'Étienne comme celui qui connaît, à qui on va demander son avis. Voilà. Oui, bien sûr, moi, je garde toujours contact. Là, il me tarde d'y retourner, là, parce que j'ai envie d'y retourner. On doit faire la première avec eux, donc on n'a pas pu le faire. Si vous voulez, nous, ce qui se passe, c'est qu'on travaille 6 mois sur un documentaire. Tout ce qu'on a envie, c'est qu'il soit vu, quoi. Donc, plus il y a des initiatives qui permettent de montrer le film, mieux c'est. Voilà, c'est mon sentiment. Et ce qui est bien, c'est que c'est une initiative qui permet de diffuser plus largement le film. Non, on est d'accord, hein, c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Moi, c'est le deuxième, hein, qui est deuxième qui est un peu gâché en termes de diffusion, quoi. Donc pour l'instant, donc c'est vrai que c'est un peu difficile parce que autant moi le plus important c'est de faire les films, autant j'aime les montrer, quoi. J'aime lui montrer, j'aime rencontrer le public, je trouve que c'est super intéressant, quoi, d'avoir ce temps de réflexion. Parce que le film, quand il est fini, à un moment donné, c'est comme votre bébé, hein, et donc vous le donnez au public et l'histoire continue avec le public, quoi. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un retour, un dialogue avec le public, parce que c'est eux qui continuent le film par leur propre histoire. Par exemple, la comédienne a commandé des ruches de biodiversité à Marilyn. Donc, elle va aller fabriquer des ruches de biodiversité qu'elle va mettre. Donc, pour moi, c'est une continuité de l'histoire. On a mis une ruche au Fab Lab, etc., etc. Donc, tout ça,
c'est intéressant. Et là, c'est vrai que c'est une situation un peu particulière. Et puis, on a envie de le voir sur grand écran, surtout. Ça, c'est une question qui n'est pas facile. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, le fait par rapport à cette période totalement du 21e siècle, beaucoup plus que le 20e, qui est de répétition de l'information, de multiplication d'informations, qu'on dit toujours la même chose, etc. Le documentaire, pour moi, c'est vraiment un moyen de se poser, de réfléchir et d'avoir sa propre idée et information. Je pense que de ce point de vue-là, le documentaire sur la question climatique et permet justement aux gens de réfléchir, de se poser, d'avoir le temps de regarder et de ne pas être... Parce que, si vous voulez, on peut faire un film militant. Parfait, tout le monde se lève, tout le monde applaudit, tout le monde lève le bras, tout ça. Bon, ok, mais le problème, c'est qu'il faut médiatiser et il faut montrer au public qui est finalement pas forcément attaché à ces questions-là. Je me souviens sur le film Quand la Garonne aura soif, c'est une petite anecdote, mais je trouve intéressante. Il y avait un militant plutôt non, c'est ma gauche plutôt. Vraiment bien marqué, qui n'est pas forcément très attaché à la question écologique. Et dès qu'ils entendent l'écologique, ça leur met des boutons. Donc, surtout à l'époque, il y a 6-7 ans. Donc, maintenant, tous les partis parlent d'écologie, mais encore il y a 6-7 ans. Et il se trouve qu'il a vu le film Quand la Garonne a soif. Et il voit le comédien au marché, il est en train de distribuer des tracts, ces élections. Et il voit mon comédien, le comédien du film. Et il le voit, le tout petit, il dit « Ah, mais je vous ai vu à la télé hier. » Et il le regarde comme ça avec son tract. Et il dit « Ah, c'était vraiment bien, ça m'a appris plein de choses, j'ai bien réfléchi à ça. » Et ça, je trouve que c'est super, parce que justement, ça permet aux gens de s'asseoir, de prendre le temps, de réfléchir et peut-être d'appréhender mieux les questions sans avoir des a priori. Voilà. On est abasourdi de développement durable en ce moment. On en met. Souvent, ça nous énerve parce qu'on sent bien derrière ce qu'il y a, etc. Et donc, le documentaire, pour moi, est un très bon moyen. J'irai à partir du moment où on essaye d'aller au-delà de l'image, c'est-à-dire qu'on est très exigeant par rapport à l'image, qu'elle ait une signification. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites des discours, alors moi, je pense être un élève dans ce domaine-là, mais si vous faites des discours militants, écologiques en permanence, les gens, ça les fatigue. Je pense que l'image aussi par elle-même, elle a un sens. Et vous pouvez aller au-delà des images pour raconter une vraie histoire et que les gens peuvent réfléchir. Par exemple, les abeilles, je pense qu'elles font réfléchir par elles-mêmes. Et voilà, et ça, c'est important. Et puis, autre chose, je pense qu'il faut que, le cinéma documentaire ça doit servir à prendre en charge la mémoire et les initiatives et les projets qui sont développés, qui sont passés sous silence dans les médias de masse. Et donc, c'est pareil, il faut avoir une certaine forme d'exigence là-dessus. La machine de Niels, il va y avoir un accident d'épée, etc., mais elle a un vrai sens parce qu'elle nous remet en cause la révolution industrielle. C'est-à-dire, elle nous interroge, cette révolution industrielle, et elle nous ouvre des perspectives qu'on ne peut aujourd'hui pas s'imaginer. Ce ne sera peut-être pas la machine de Niels. Moi, je pense que toutes les grandes inventions ont été faites dans les garages, mais en tout cas, elle nous ouvre des pistes, des postes, des portes, et donc ça, c'est intéressant que justement le documentaire les traite. Like the cool blue light, like the cool blue light.